Et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par Zenbaya. Alors cette fois, on va parler des humains. Et on va parler des humains avec une humaine, une très humaine qui s'appelle Isabelle Galli. Isabelle, comme c'est indiqué, est vice-présidente de Clusteria. Elle est ambassadrice IA. Elle va expliquer aussi de quoi il s'agit, en quoi c'est une mission extrêmement importante. Et puis on va parler donc de ce sujet qui est extrêmement important, qui est l'adoption de l'IA, l'adhésion de l'adoption de l'IA par les équipes, le fait qu'on ne peut pas imposer l'IA n'importe comment. Et pour en donner un exemple très simple qui va tout de suite illustrer le propos, je vais revenir sur ce qui s'est passé chez Google il y a quelques semaines. Vous en avez tous certainement entendu parler. Quand Google a cherché, alors Google c'est quand même le deuxième éditeur d'IA au monde en termes de nombre d'utilisateurs. Eh ben, l'entreprise Google a imposé à ses salariés comme ça, d'un seul coup, sans aucune concertation, d'utiliser une IA, externe d'ailleurs, pour les prestations sociales et prestations santé. Ça a déclenché une levée de bouclier gigantesque chez Google. Les collaborateurs se sont vraiment offusqués de ne pas avoir été concertés, et puis évidemment, ils étaient inquiets aussi de la façon dont ça pouvait se passer, parce que avoir un robot en face de soi, c'est pas la même chose que d'avoir des humains en face de soi, justement. Et donc, la non-concertation avec les équipes a fait que Google a dû revenir en arrière et donc passer par un tout autre mode opératoire, même si je pense qu'ils ont finalement quand même retenu de garder cette solution, mais ils l'ont fait proprement. Et donc, Isabelle va nous dire qu'est-ce que ça veut dire de faire les choses proprement. Isabelle, je te passe la parole. Merci Philippe, merci pour l'invitation et merci à tous d'avoir bien voulu consacrer 1 heure ce matin à suivre ce sujet que j'explore, alors le sujet de l'intelligence artificielle et le sujet de l'acculturation, de l'adoption et de la transformation induite par l'intelligence artificielle. C'est un sujet que je suis depuis 15 ans maintenant. Avant ça, j'étais très impliquée dans le numérique. Certains m'ont connu peut-être quand j'étais à Club Sénat, un think tank du Sénat sur l'économie numérique, au tout début, dans les années 2000. Et puis, j'ai abordé, moi, ces sujets au démarrage par le droit. Donc, comment je suis passée du droit à l'humain, parce que vous savez que les juristes, on est des humanistes, mais on n'est pas non plus très fort en relations humaines, puisque les choses sont très normées en droit. Eh bien, j'y suis passée grâce au CNAM, puisque j'ai fait une partie de ma carrière au CNAM et que là, j'ai rencontré des gens formidables, et notamment le professeur Cécile Dejoux, avec qui on avait monté une chaire partenariale sur le futur du travail. Et on avait commencé à s'intéresser à ces questions. Elle a continué, elle continue, elle fait des MOOC remarquables sur cette question. Et moi, je me suis plus intéressée à la question de l'acculturation et à la question de l'adoption. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à diriger la Maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis, qui était une initiative du territoire pour acculturer l'ensemble de la population des Alpes-Maritimes à ce qu'est l'IA. Mais quand on a culture, il y a le next step. C'est bien, les gens commencent à savoir ce que c'est, mais on n'est pas encore dans le faire. Et ça m'a manqué. Du coup, je me réoriente désormais dans le faire, la transformation. Et j'ai eu l'opportunité à la fois de fréquenter énormément de startups, puisque je suis vice-présidente de Clusteria, qui est une association qui réunit à peu près 80 startups pure players en IA, donc constructeurs de solutions IA. Et à la fois, j'ai été consultée souvent par des entreprises plus traditionnelles pour savoir quoi faire avec l'IA. Et c'était intéressant cette approche d'essayer, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, Isabelle? Parce qu'on nous en parle tout le temps, mais nous, on ne voit pas. Et souvent, quand j'allais chez eux, eh bien après, ils me faisaient recevoir, soit par la personne du marketing, soit par la personne des appels d'offres, mais jamais ils se posaient la question de comment je vais transformer mon organisation avec l'IA, comment je vais changer mon business grâce à l'IA et surtout, comment le faire et avec qui. Donc, cette question-là m'a trotté dans la tête et j'ai eu l'opportunité que Philippe me demande de venir partager
le fruit de ma réflexion autour de ça. Donc, ce sont des réflexions, certaines choses ont été mises en pratique, d'autres viennent après à peine de rentrer dans ce chemin de fer qui me semble être un début de bonne pratique pour adopter l'IA dans les organisations sans échouer. Alors, attendez, hop. Partager l'écran. Hop, je vais partager mon écran. Donc, pendant qu'Isabelle partage son écran, vous allez voir, c'est très, très intéressant parce qu'il y a plein de méthodes. Il y a toute une culture, même technique et scientifique, qui alimente les méthodes d'Isabelle. Donc, je vais la laisser parler. Et de notre côté, donc moi j'ai oublié de me présenter, Philippe Guilleneuve, je suis directeur marketing de Zenbaia. Vous aurez aussi une petite démonstration de la plateforme d'outils, puisque Isabelle, c'est vraiment la posture quelque part consultante, spécialiste, experte du sujet. Nous, on est du côté plutôt technologie, parce qu'il faut quand même aussi des outils pour faire de l'IA, hein, quelque part. Donc on en parlera dans le courant de la conversation. Je confirme, hein, c'est vraiment… tout ce que je le fais en lien avec les startups, je le fais en lien avec les fournisseurs de solutions. Je ne suis pas là pour développer mes propres solutions, je suis là pour donner des méthodes pour les entreprises qui adoptent l'IA et non pas, et aussi donner quelques conseils aux startups qui veulent faire adopter l'IA, mais pas du tout pour remplacer toutes ces startups. Donc moi, il y a une chose qui m'a interpellée, hein, c'est ce rapport du MIT que nous avons tous lu, qui mettait un taux d'échec des projets IA qui n'atteignaient pas la production à 95%. 95% des projets d'IA mis en œuvre dans les entreprises n'atteignaient jamais la production. 95% de 80% des entreprises, c'est-à-dire que la grande majorité des entreprises expérimentent l'IA, investissent dans l'intelligence artificielle, et dans ces 80%, donc il y a 95% d'échecs. Et pourtant, 90% de leurs collaborateurs utilisent déjà l'IA. Donc il y a une dichotomie énorme entre ces chiffres. Et cette dichotomie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la première idée, c'est qu'il est urgent de savoir quoi faire avec l'IA. Car si vous ne savez pas, vos collaborateurs l'utilisent déjà. Donc vous avez à l'intérieur des organisations à l'heure actuelle une utilisation sauvage de l'intelligence artificielle, une utilisation sauvage qu'on a connue dans la période numérique aussi, hein, au tout début du numérique. Souvent, les entreprises interdisaient l'usage du numérique dans l'organisation et les collaborateurs l'utilisaient de manière cachée, de manière masquée. Et ça avait pour effet, pour conséquence, de rendre vulnérables les entreprises de ce fait-là. Donc, la première des choses, c'est qu'il y a une utilisation sauvage de ces outils dans vos organisations. Et donc, il est peut-être intéressant de regarder quel est cet usage. La deuxième idée, c'est que l'IA est un outil cognitif. On n'a pas l'habitude des outils cognitifs, on n'a pas l'habitude d'outils qui apprennent, d'outils qui évoluent, d'outils qui dialoguent. On n'a pas l'habitude de ce type d'outils et les incompréhensions, les peurs que ça génère retardent l'adoption. La troisième idée, c'est que l'organisation doit se repenser pour adopter, parce que 95% d'échecs, ça veut dire que soit c'est la solution technologique qui est mauvaise, mais je ferai offense à tous mes camarades start-up que de dire que c'est que leur solution qui peut être mauvaise. C'est très certainement plutôt du côté de l'humain que se pose le problème. Donc, si on ne transforme pas avec ses collaborateurs, ce taux de 95% d'échecs risque de perdurer. Après, il y a une autre solution, hein, ce que j'appelle l'option Accenture. Vous virez les gens qui ne sont pas adaptables et puis vous faites une nouvelle organisation à partir de nouveaux outils, mais ça ne me semble pas la meilleure des solutions. Donc ça, c'était plutôt une joke. Alors, OK. Alors, pourquoi le PowerPoint n'avance pas? C'est la question. Voilà. La chose est que si vous n'adoptez pas l'IA, d'autres le font. Et c'est comme à l'époque du numérique, quand d'autres le font, ils prennent de l'avance. Alors, ils prennent de l'avance. Alors, j'ai pris l'exemple de 4 grandes plateformes de l'ère du numérique, donc pas des ancêtres, hein, pas de l'époque des dinosaures. Google, Spotify et Booking. Sur Perplexity, qui est le concurrent de Google, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont téléchargé Comet récemment, il y a plus 400% de trafic et d'utilisateurs par an. Hein. Alors, enfin, il y a une taux de pénétration de 400%. Donc, ça montre que Google, même s'il reste à plus de 90% de part de marché, est en train de s'affaiblir au profit de Perplexity. Et Google, n'oublions pas, intègre de l'intelligence artificielle également. Mais on voit que ces pure players de l'IA ont un taux de pénétration rapide.
Pareil, Spotify, Suno, il y a plus de 500% de taux de croissance chez Suno. Pareil, Booking, Mindtrip, il y a plus de 300% depuis le lancement. Donc, ça montre que les entreprises qui ont de l'IA dans leurs produits, leurs services et dans leurs process progressent plus vite que celles qui ont besoin de s'adapter. On sait aussi que la part de l'IA dans ce qui est produit a énormément augmenté ces derniers temps. Chez Amazon, on sait désormais qu'il y a entre 15 et 20% de nouvelles publications numériques. C'est-à-dire qu'il y a 15 ou 20% des ouvrages publiés sur Amazon qui sont issus de l'intelligence artificielle. Chez Spotify et Deezer, il y a 10% de titres ajoutés quotidiennement dans les playlists. Quand vous faites une playlist Spotify, vous avez plein de titres que vous ne connaissez pas. Et en fait, si vous regardez, qui sont rajoutés par Spotify, et si vous regardez, eh bien, ces titres-là ont été générés par l'intelligence artificielle. Donc, le concurrent du producteur, du réalisateur, du concepteur, du musicien est devenu l'intelligence artificielle. Dans le marketing, qui a été un des premiers adopteurs, il y a plus de 40% des campagnes en ligne qui sont désormais faites par des IA et qui ne sont plus faites par des humains. C'est-à-dire que la part humaine dans les créations marketing est réduite à 60%. Chez AXA, il y a plus de 40% des contrats ou des lettres qui sont générés par l'IA, des standards. Et dans le domaine médical, qui est quand même aussi impressionnant, il y a 75% des scanners et des IRM qui sont interprétés en Chine par l'IA. Et c'est déjà près de 50% en France. Pour l'anecdote, il y a un premier hôpital entièrement piloté à l'IA qui a été inauguré en Chine. Donc, on voit qu'on peut pas, on peut pas rester où on est, on peut pas rester dans nos habitudes. Moi, j'entends souvent dire les collaborateurs me dire, oui, mais nous, on faisait ça très bien jusqu'à présent. OK? Mais ce très bien jusqu'à présent, malheureusement, ne suffit pas parce que l'IA est un outil puissant. C'est un outil puissant qui date, dont les fondements technologiques sont très anciens. Donc, c'est aussi perturbant parce qu'on va avoir des populations qui vont avoir des connaissances en intelligence artificielle. Moi, donc, j'étais dans l'écosystème de Sophia Antipolis et j'ai toujours été fascinée par les réticences qui venaient, des gens qui venaient des systèmes experts, de la data science vis-à-vis de l'IA. C'était très intéressant parce que on n'est pas sur les mêmes réticences que l'on va avoir en population générale, où les gens sont un peu affolés parce que ils se demandent comment tout ça fonctionne. Donc, l'IA, ça date des années 50. Il y a eu cette approche dite symbolique avec les systèmes experts. Et puis, ça a commencé réellement à faire des bonds à partir des années 80. Et en particulier à partir des années 2010. Et en 2022, il y a eu la rupture technologique. Il y a eu la rupture d'usage, excusez-moi. En 2022, alors que tout ce qui était mis dans ces intelligences artificielles n'était pas nouveau, et vous avez pu entendre des gens comme Yann LeCun ou Luc Julia le dire, il n'y a rien de nouveau dans ChatGPT. Toute cette technologie, si ce n'est quand même cette architecture des transformers et cette question de l'attention, mais il n'y a rien de réellement nouveau dans cette IA générative, mais elle l'a rendu accessible à tous. Comme, rappelez-vous, au milieu des années 90, Netscape a rendu accessible à tous, avec son navigateur, le numérique. Donc, on est dans cette phase-là. On est dans cette phase où, OK, il y a eu plein de phases technologiques précédentes, mais il y a un nouveau usage, il y a une nouvelle façon qui est d'avoir une relation à l'IA, même si les outils d'IA restent flous dans notre tête à tout. Donc, ils restent flous. Or, c'est quoi l'IA? C'est un peu la première chose que se posent les gens. C'est quoi l'IA? C'est la première question à laquelle j'ai toujours répondu. Et c'est peut-être avant même de faire adopter des outils d'intelligence artificielle aux gens, c'est peut-être la première chose à faire dans une organisation. C'est ce qu'on appelle l'awareness. C'est leur dire qu'est-ce que c'est que l'IA. Alors, l'IA, c'est pas facile à expliquer. Il y a Alan Turing qui facilite un peu la vie en disant que le test de Turing, si une machine peut se faire passer pour un humain, alors elle réussit le test, alors c'est une intelligence artificielle. Et là, on ne se préoccupe pas trop d'expliquer la technologie derrière, mais on montre combien elle devient transparente, combien elle existe derrière les interactions que nous pouvons avoir et que nous pouvons penser humaines. Il y a l'approche juridique. Vous savez que nous avons l'AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle qui a été adopté et qui a défini ce qu'est l'intelligence artificielle.
Alors, c'est toujours intéressant de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que quand vous définissez, vous donnez une base sur laquelle on va pouvoir réglementer. On va pouvoir dire ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être réglementé, ce qui doit l'être, ce qui ne doit l'être pas. Alors, l'approche de l'Union européenne est une approche des produits. Hein, elle a par ailleurs une réflexion sur des conséquences sociétales comme le droit d'auteur, comme la vérité, hein, ce qu'on appelle les fake news, etc. Mais l'approche principale de l'Union européenne, c'est de dire que c'est un système automatisé avec différents niveaux d'autonomie, capable de s'adapter, de déduire à partir de données reçues la manière de générer des sorties et que tout ça influence avec des environnements physiques et virtuels. C'est une définition qui a mis beaucoup de temps à émerger, qui couvre beaucoup de réalités, mais qui commence, en tout cas dans certains esprits humains, à faire comprendre ce que c'est. Et puis, il y a l'approche par les technologies, hein, expliquer ce que c'est que le machine learning, le deep learning, et surtout expliquer que derrière les modes d'apprentissage des machines, ben, il y a des technologies, comme les technologies du langage, comme les technologies de la vision. Donc, la machine parle, la machine voit, la machine apprend. Et de tout ça, elle est capable de générer des choses. Et qu'est-ce qu'elle peut générer? Elle peut générer de la météo, par exemple. Déjà, ramener les choses à des trucs assez basiques comme la météo, ça peut expliquer beaucoup de choses. C'est un de mes exemples préférés pour expliquer l'IA, c'est l'histoire de la météo, parce qu'on voit bien comment des données du passé, l'IA peut apprendre des modèles météorologiques et qu'elle peut comparer avec les données d'aujourd'hui et prédire la météo. Et elle pose le problème de comprendre le résultat que nous donne l'intelligence artificielle, puisque le fait de dire qu'une IA prédit une météo à 80% de pluie, on verra que ça entraîne chez les gens des raccourcis mentaux qui font qu'ils ne comprennent pas de quoi on leur parle et qu'ils vont du coup se surcouvrir pour sortir ce jour-là. Et puis, il y a cette révolution incroyable de l'IA générative qui donne l'illusion d'une machine réellement intelligente. Et cette machine réellement intelligente, elle impressionne. Elle impressionne les jeunes qui, des fois, se sentent complètement démotivés par rapport à l'apprentissage, au fait de restituer eux-mêmes une dissertation. Et c'est pour ça que dans les pratiques pédagogiques, on pense à faire évoluer vers plutôt une évaluation des résultats de l'IA qu'une réelle écriture par les élèves eux-mêmes. Donc, cette illusion de l'intelligence, alors que l'IA ne comprend pas ce que disent les mots, mais construit une représentation, que se construit une représentation du réel, et grâce à un calcul de probabilité, est capable de générer de manière prédictive les phrases en réponse de mieux en mieux, parce que c'est époustouflant quand même, le résultat, mais c'est quand même quelque chose qui ne comprend pas réellement ce que signifie, en tout cas ne comprend pas la plénitude de ce que signifient les mots et ne comprend encore moins les émotions, mais est capable de restituer quand même de manière suffisamment qualitative un contenu pour que les collaborateurs puissent en avoir un usage utile. Donc, face à ça, face à cette fusion, généralement, bon, déjà, quand on a expliqué un peu, ils ont un peu moins peur. Parce qu'ils se disent, bon, c'est intelligent, mais c'est pas aussi intelligent que je pensais. C'est efficace, mais voilà. Mais donc, se repose la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, il y a 4 sentiments qui traversent vis-à-vis de l'IA. La première, c'est ce sentiment d'insécurité. C'est la Xème révolution qui nous arrive qui nous arrive. Vous êtes un collaborateur, vous êtes rentré dans l'organisation dans les années 90. Depuis 90, c'est à marche forcée qu'on vous a changé tous vos outils, qu'on vous a changé toute votre manière de travailler, qu'on change régulièrement les process, etc. Donc, ce sentiment est amplifié par la politique internationale, le climate change et toutes ces questions-là. Donc, le fort sentiment de sécurité est aggravé par ces nouveaux outils des intelligents. C'est la peur du remplacement qui vient en second. Je reprends l'exemple d'Accenture, qui a annoncé un plan de licenciement énorme en disant qu'une partie de leurs collaborateurs ne saurait pas s'adapter à l'intelligence artificielle, donc cela allait être remplacé.
la peur de ne pas, maîtriser. Alors ça, c'est une réalité et qui montre combien la formation est négligée dans ce domaine. La formation à l'IA est négligée, où elle est considérée comme étant de la formation plutôt gadget. OK, va passer la journée à apprendre à prompter, comme ça tu feras des prompts plus efficaces. Mais on ne cherche pas vraiment à ancrer chez les gens les outils qu'ils vont utiliser et surtout la peur d'être dominé par l'IA. Je t'interromps une seconde, Isabelle, sur la peur de ne pas maîtriser. Pourtant, l'utilisation de ChatGPT, de Mistral, etc., enfin des LLM, ça paraît d'une très très grande simplicité. Ils ont peur les utilisateurs ont peur de ne pas maîtriser quoi exactement Parce que dans l'organisation, ce n'est pas que du ChatGPT qu'on va mettre. On va mettre de l'intelligence artificielle sur d'autres plans. Le bot ne va pas servir à aider un collaborateur, ne va pas servir qu'à aider un collaborateur à rédiger quelque chose. Il va aussi interagir avec le client. Et derrière cette interaction avec le client, eh bien, il la maîtrise plus. Et donc, comment je peux rectifier hier, par exemple, j'ai une amie qui m'appelle, affolée, qui est pourtant très ouverte à l'intelligence artificielle, elle me fréquente depuis longtemps, qui m'appelle affolée. Ils viennent de mettre un assistant mail dans son organisation, une boîte de recrutement, et donc l'assistant répond à sa place. Et la qualité des réponses est bien plus basse, qui elle est senior dans cette organisation, de ce qu'elle est capable de faire. Et elle n'arrive pas, elle ne comprend pas pourquoi on lui impose ça. Elle ne comprend pas qu'on lui impose cette dégradation de la qualité des trucs qu'elle va faire. C'est vrai. Et du coup, elle se dit, mais elle ne comprend pas. On ne lui a pas expliqué comment ça a été conçu. On ne l'a jamais consulté pour savoir. Et en aucun cas, on a pensé l'outil en fonction de ses usages à elle. Ça montre un choc incroyable. Ouais, j'imagine que c'est aussi le peur de ne pas maîtriser l'usage des données, peut-être. En tout cas, dans certaines régions du monde. Alors, l'usage des données, généralement, c'est le marronnier. Généralement, c'est la levée de bouclier. Quand vous rentrez dans une organisation, vous avez les syndicats qui d'un coup, sortent les pancartes, pas nos données, pas nos données. Vous avez les collaborateurs qui disent ils vont tous savoir sur nous, ils vont nous espionner. C'est un peu un marronnier de avant. Après, ils filent tout. C'est-à-dire que quand ils sont sur leur chat GPT, sur leur téléphone portable, ils vont tout mettre dedans. Donc, quand ils sont sur Facebook, ils mettent tout. Un peu générationnel Facebook, on va dire, sur TikTok, ils mettent tout. Donc, il y a vraiment un grand écart sur la perception de la donnée et notamment sur la perception de ce qu'est la vie privée. Donc, ça, c'est… Et en fait, la peur d'être dominé, alors pour le coup, c'est vraiment la peur que l'IA impose ses rythmes, ses codes, ses valeurs, etc. Donc, le sentiment d'être dépossédé, finalement, de la valeur, de la valeur. Donc, ça, généralement, c'est aggravé. C'est aggravé parce que il y a les modes d'apprentissage des deux camps, du camp humain et du camp intelligence artificielle n'est pas le même. Donc, un humain, lui, il apprend à la fois lentement, puisque on envoie les enfants longtemps à l'école, et puis plus vous êtes diplômé, plus vous avez de valeur dans l'entreprise, d'un point de vue du knowledge, dans nos entreprises dites intellectuelles, j'entends. Sinon, sur les métiers, ça peut être différent. Mais donc nous, on apprend, et puis on apprend assez vite. On apprend, et puis on translate, on est capable de généraliser, d'adapter au concept, etc. Et on se retrouve face à des IA qui, elles, vont avoir eu besoin d'apprendre à d'énormes volumes. Et quand on va leur demander des trucs sur des short séries de données, eh ben, elles vont être perdues. Donc, et les gens ne comprennent pas. Elle est con, pourtant, je lui ai déjà demandé cette question-là, mais je lui ai demandé une fois, et elle ne me la redonne pas, la réponse. Donc, il va y avoir ça, cette incompréhension, et se dire, elle est là, elle fait mieux que moi, et à la fois, elle fait moins bien que moi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui les gens sentent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Typiquement, pourquoi l'IA ne comprend pas et qu'il est étrange de porter un maillot de bain en hiver, ça pose problème aux gens. C'est des choses qui les butent. Le fait aussi que ce ne soit pas les mêmes modes de raisonnement. Alors là, c'est vraiment les gens, les collaborateurs, la population générale ne comprennent pas la différence entre corrélation et causalité. Alors nous, moi qui suis juriste, la causalité, c'est le fondement du droit. Donc,
les liens de cause à effet, c'est ce qui peut entraîner la responsabilité, c'est ce qui déclenche un cadre juridique. Mais ces liens de cause à effet qui sont naturels à l'homme et qui lui permettent de s'adapter en permanence n'existent pas dans le raisonnement de l'IA qui fait des associations de statistiques, qui fait du corrélatif, qui met Tokyo à côté de Sushi, à côté de Paravent, à côté de… Donc, qui va utiliser des logiques corrélatives. Et ça, donc, ça va rendre l'IA plus forte à comprendre les schémas et les patterns, et à la fois, ça va rendre l'humain plus adapté, enfin, plus agile, finalement, que l'intelligence artificielle. Et cette opposition, qui peut être vécue comme une opposition, peut aussi être vécue comme une complémentarité. Mais ça dépend de comment on va construire après la feuille de route avec les collaborateurs ou pas de l'implantation de l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a aussi le fait que l'IA n'est pas sur la même temporalité. L'IA est optimisée pour répondre au plus vite. L'humain, il est plus lent, mais il est aussi plus réflexif. C'est-à-dire que quand c'est une question à enjeu, il va plutôt utiliser le système 2 de son intelligence pour répondre. C'est-à-dire qu'il va aller plus loin dans sa réflexion, il va consulter plus de données, etc. Alors, on l'a simulé dans l'intelligence artificielle puisque vous pouvez avoir le deep think, le deep thinking, ce mode-là où on va demander à DeepSeek, par exemple, d'aller plus profond dans son analyse, mais ce n'est quand même pas satisfaisant et fait que si on confie par exemple les tâches réflexives à l'IA et les tâches rapides à l'humain, on va dans le mur directement, c'est une évidence. Donc, partant de là, bien évidemment, on va avoir des réponses différentes, de nature différentes entre les IA et les humains. Les IA, c'est ce qui est le plus probable statistiquement, donc ils utilisent le mieux les schémas récurrents. Et l'humain, il va chercher ce qui est vrai et logique. Lui, il est plutôt là-dessus. Et puis, s'il ne veut pas chercher ce qui est vrai et logique, il va mentir délibérément. Mais il est dans la conscience, en fait, de ce qu'il fait, et il va intégrer des valeurs, notamment éthiques ou des normes sociales. Donc, face à des natures différentes, l'humain, lui, il va rajouter à la nature de l'intelligence artificielle. Le premier piège, quand on travaille avec des IA, et le premier piège, c'est qu'on n'est pas bon en probabilité. Nous, les humains, on est nuls en probabilité, essentiellement parce que on utilise des heuristiques et que c'est des raccourcis mentaux qui nous trompent systématiquement. Donc, je reprends mon exemple, 80% de pluie. Eh bien, les gens confondent entre intensité, 80% de pluie, ils vont comprendre qu'il va pleuvoir beaucoup plus. D'autres vont comprendre qu'il va pleuvoir toute la journée. Et d'autres vont comprendre qu'il va pleuvoir sur une partie du territoire. La vraie réponse, c'est qu'il y a 20% de chances qu'il ne pleuve pas. Et donc, si appliquez ça à n'importe quoi dans votre organisation, c'est affolant de se dire que non seulement alors on parle beaucoup des hallucinations humaines, des hallucinations des IA, mais quelque part, on pourrait parler d'hallucinations des humains, puisque cette difficulté à comprendre la probabilité amplifie la difficulté à faire collaborer les uns avec les autres. Donc, c'est compliqué de faire collaborer les uns avec les autres, et si jamais, et c'est naturel, parce que comme l'IA va très vite, on a tendance à lui faire confiance, l'humain commence à vraiment faire confiance à l'IA. Moi, je me rappelle, il y a un DRH qui m'avait dit il y a très longtemps, je préférerais que l'IA garde des biais sexistes. Comme ça, je sais qu'il faut que je les corrige systématiquement, plutôt que de lui demander de les corriger. Et après, finalement, je ne m'apercevrai plus parce que ce sera sous-jacent. J'aurai confiance en elle et je ne les corrigerai plus. Donc, l'IA l'a dit, donc c'est vrai. C'est une tendance naturelle à l'humain, c'est un mécanisme psychologique qui s'appelle l'alignement des confiances et qui laisse croire à l'humain que l'IA a plus raison qu'elle. Et plus ça va, plus on a confiance en l'IA, moins on a confiance en soi, et ça amplifie. Donc on a à la fois des fois mal compris ce que nous dit l'IA, et en plus on lui fait trop confiance, et du coup ça devient compliqué à l'appliquer. Alors
il y a un moyen d'éviter un peu ces deux pièges. Ça ne l'évitera pas tout à fait. Hein, il y a d'autres moyens pour y arriver. Mais il y a un premier moyen, c'est qu'au lieu de plaquer votre idée de ce que doit être la transformation de l'IA, c'est de partir de l'usage existant de l'IA dans votre organisation. Que font déjà vos collaborateurs dans votre organisation? Alors, la difficulté, ça va de les faire parler, parce que bien évidemment, ils l'ont fait en cachette jusqu'à présent. Ils l'ont fait souvent et vous leur avez dit, oui, ne mettez pas les données personnelles de l'entreprise, ne faites pas ci, ne faites pas ça, vous n'avez pas le droit. Donc, allez voir quelqu'un qui est en capacité de vous licencier parce que vous avez fait un usage de l'IA qui n'était pas recommandé par l'entreprise, ça ne va pas être évident. Donc, il va falloir créer des cadres de confiance, il va falloir créer un climat de confiance pour y arriver, trouver des canaux pour que ça remonte. Hein, donc, il va vous falloir des ambassadeurs au sein de votre organisation qui vous font confiance et qui ont la confiance de vos collaborateurs pour faire monter l'idée. Il va falloir écouter activement et notamment utiliser des outils d'audit. Hein. J'ai vu des startups, alors je ne sais pas si on peut dire les noms, mais pourquoi pas. Hein. J'ai vu une startup qui s'appelle Jedi qui avait un outil pour cartographier le shadow IA dans l'organisation. Alors c'était uniquement l'usage de l'IA à travers le navigateur sur des outils comme OpenIA ou Claude ou Anthropic ou Mistral, mais ça permettait déjà d'avoir une première cartographie et cette connaissance de ce que font vos collaborateurs, cette connaissance, ils ont déjà eux-mêmes rectifié quelques points parce que comme ils l'ont fait, ils l'ont utilisé de manière sauvage, ils n'ont pas fait tout à fait confiance à l'IA et comme ils n'ont pas tout à fait confiance à vous. Donc, on va miser à ce stade de la maturation qu'ils ont eu l'IA pour pouvoir importer dans l'organisation des outils et pouvoir faire développer des outils éventuellement qui sont en accord avec ce qu'ils avaient déjà pu imaginer pour l'organisation. Une fois qu'on a fait ça, il faut, comme dans tout projet de transfo, il faut passer par des méthodes classiques de design thinking. Alors moi, je suis encore étonnée qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas les méthodes de design thinking et qui ne savent pas faire émerger les cas d'usage. Donc, on voit bien que si on fait un petit phase awareness auprès des collaborateurs, où on leur explique ce qu'est l'IA, si on fait cette exploration du shadow IA, on commence à avoir des sujets. Si on les réunit en équipe de travail et qu'on leur demande de réfléchir à quel usage de l'IA ils pourraient avoir, à partir d'exemples qu'on a tirés déjà de leur propre usage, et comment on pourrait capitaliser là-dessus pour pouvoir répondre à des objectifs business et non pas que à des objectifs personnels. Il faut bien comprendre que l'IA générative est un super empowerment du collaborateur, mais il faut le transformer en empowerment de l'organisation, ce qui est notre étape. Et donc là, il faut rentrer les gens dans la nouvelle logique. C'est qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif derrière et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'organisation, hein, identifier les pain points, c'est quelque chose de très connu en design thinking. Et après, il y a plein d'outils. Hein. J'en ai mis que 2 exemples. Hein. La théorie du diamant qui permet, vous savez, où on commence à explorer, on élargit son exploration, puis après on converge, et puis etc. Et le high Canva qui permet de faire une synthèse d'un projet d'IA. Donc, on est passé de la awareness à la cartographie des pratiques existantes dans votre organisation, à l'émergence du cas d'usage. Et là, il faut jouer. Et là, je propose de montrer comment on peut jouer, notamment, excusez-moi, je vais trop vite, comment on peut jouer notamment grâce à Zenbaya, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus, hein, c'est sur le fait de jouer. Donc, je crois qu'il faut que j'arrête de partager pour que tu puisses partager, c'est ça? Oui, absolument. Alors, effectivement, il y a pas mal d'outils qui permettent de cartographier. Didier pourra en parler. Il a lui aussi un outil d'analyse un petit peu. Donc, Didier Serra qui est présent dans ce rendez-vous. On pourra en parler à la fin de la réunion, peut-être, Didier. On pourra Avec plaisir, oui. DIMUP, l'offre de Michael Tartar. Donc, ça, ce sont des outils qui permettent de cartographier les besoins de l'entreprise. Il y en a plein, effectivement. J'avais rencontré Jedi également. Et puis, nous, on a un positionnement qui consiste à dire,
chez Zenbaya. Donc effectivement, c'est facile d'utiliser un ChatGPT sur le principe, mais c'est plus compliqué de le réintégrer dans les process métiers de l'entreprise. Donc il ne faut pas hésiter à jouer, il ne faut pas hésiter à s'amuser, à utiliser l'IA, mais dans des process métiers. Et pour ça, il faut avoir des choses qui existent, qui sont déjà processées, en fait, pré-promptées, d'où la plateforme Zenbaya. Alors, vous pourrez tous faire le test, hein. Il vous suffit d'aller sur zenbaya.com pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas déjà. Et alors, attendez, il y a quelqu'un qui entre en réunion. Voilà. Et donc, sur Zenbaya, vous avez un bouton connexion ici. Je sais pas, vous voyez bien mon écran? Tout à fait. Ok. Donc, il y a un bouton connexion, vous cliquez dessus et vous arrivez sur un écran qui ressemble un peu à un écran smartphone avec des applications. En fait, ce sont des agents IA qui sont pré-promptés, qui correspondent à un besoin précis. Donc, par exemple, fais-moi un webinar, aide-moi à construire un emailing, analyse ce profil LinkedIn, aide-moi à construire une proposition, prends des notes en réunion, fais-moi une analyse de marché, etc. Et chacun de ces voilà, par exemple pour le webinar, chacun de ces agents est pré-prompté. Donc il faut rentrer quand même un contexte, hein, mais le contexte, il peut être rentré en dictant, en envoyant de la documentation ou pas, etc. Donc là, l'objectif, c'est d'aider à faire un webinar comme celui d'aujourd'hui. Par exemple sur l'intelligence artificielle avec Isabelle. Et puis donc on lance, et une fois qu'on a lancé, donc on fait appel à évidemment des LLM. Donc là, en l'occurrence, il y en a une quinzaine, dont ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Et puis derrière, on a des prompts. Et le but du jeu, c'est que voilà, il n'y a rien à faire en fait. Là, l'idée, elle est déjà pré-promptée, donc trouver des idées sur un webinar avec un angle d'attaque. Voilà, il propose plusieurs idées. Et puis ensuite, il va y avoir l'email d'invitation correspondant à l'idée qu'on aura retenue, puisque tout ça est relié, hein, tous les prompts sont reliés les uns aux autres. Donc l'email d'invitation, la landing page, etc., le discours. On peut générer du coup aussi des cartes gamma, donc des slides. On peut envoyer automatiquement par email, etc. Donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais ça donne la possibilité aux utilisateurs qui, dans un cadre un petit peu encadré, puisqu'on passe systématiquement par des partenaires pour pouvoir le faire quand même, de tester l'IA dans des processus qu'ils connaissent très bien et sur lesquels, justement, ils ont des tâches très chronophages, très répétitives, pas très intéressantes en fait, et donc sur lesquelles ils peuvent être énormément aidés. Par exemple, en vue d'un rendez-vous, je vais sur LinkedIn Profiler et je vais pouvoir avoir tout un résumé de la carrière de la personne, son disque, son SWOT, enfin comment lui parler, etc., etc. Et puis, donc ça, ce sont pour des agents qui existent déjà. Et par ailleurs, mais ce n'est pas l'objet de cette réunion, on peut aussi créer des agents from scratch ou en partant d'agents existants. Donc là, pour créer des agents complètement personnalisés en fonction des besoins de chaque entreprise. Et je vais du coup pouvoir te repasser la parole. Ça marche. Hop, je me remets, voilà, sur le… Donc une fois que… Donc ça montrait, enfin, je trouve intéressant que Philippe intervienne au milieu parce que ça montre que ce que je fais, moi, c'est vraiment en amont et en aval de l'adoption. Donc une fois qu'on a fait émerger des vrais cas d'usage, qu'on a pu peut-être les mettre en œuvre, en tout cas en partie, hein, parce que certains ne seront pas liés qu'à l'IA générative, mais qu'on aura pu en partie les mettre en œuvre, eh bien à ce moment-là, on peut bien évidemment commencer à travailler sur une adoption de l'IA intelligente dans son organisation. C'est-à-dire qu'il va falloir forcer l'esprit critique. On l'a vu, le cerveau humain, vos collaborateurs vont avoir tendance à faire confiance en l'IA. Donc, il va falloir avoir d'un côté demander à ce que les prestats conçoivent des interfaces qui doutent, hein, qui permettent que les collaborateurs se posent des questions comme remplacer les scores bruts par des confiances moyennes, expliquer les incertitudes, forcer la contradiction. Hein. Donc, par exemple, demander à l'IA un argumentaire contre sa propre suggestion et aussi développer le collaborateur validateur ultime, c'est-à-dire cadrer le rôle de l'IA, valoriser l'expertise métier. Hein. C'est vraiment l'occasion quand on construit la solution de l'IA et qu'on va mettre qui fait quoi désormais après l'adoption de l'IA. On va donc créer ces processus de validation obligatoires qui sont nécessaires à l'esprit critique parce qu'il faut maintenir, même si les outils sont super performants, même quand les outils sont super simples, désolé d'insister là-dessus, il faut vraiment développer l'esprit critique. Et il faut mettre des garde-fous. Donc,
Il y a des garde-fous qui sont les chartes d'usage de l'IA, ça c'est sa boîte réglementaire qu'il faut avoir. Les guides d'évaluation, parce que des projets en IA, il va y avoir le premier, puis il va y avoir les suivants. Et à chaque fois que les équipes vont s'emparer d'une idée et vont rentrer dans ce process de transfo, eh bien, il va falloir qu'elles se posent les 200 bonnes questions avant d'aller de l'avant dans cette démarche. Hein. Il y a des grands groupes comme Orange, DocaPost, qui ont des questionnaires de 200 questions avant toute initiation de projet en IA, parce que ça permet de voir quel est l'impact réel, ça fait prendre conscience des impacts systémiques, parce que n'oublions pas qu'une IA qui rentre dans une organisation a un impact systémique. Et enfin, il y a toujours la question de la gouvernance des données et la gouvernance de la validation. Donc, cette adoption de l'IA nécessite aussi qu'on réorganise son entreprise. Alors, je ne vous rappelle pas la méthode des 5 why, mais elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut se reposer, il faut revenir à la racine de sa proposition de valeur. Pourquoi on faisait ce métier? Pourquoi l'entreprise, elle a une valeur ajoutée? Longtemps, il m'est arrivé de discuter avec des avocats, et les avocats ont perdu en partie ce qui fait leur valeur. Hein. Leur valeur n'est pas à générer des conclusions. Hein, leur valeur, elle est bien au-delà de ça. Leur valeur, elle est dans la causalité. Leur valeur, elle est dans l'humain, dans sa relation à l'autre et cette capacité à faire comprendre comment un cadre juridique se met en place et surtout à faire comprendre la décision d'un juge. Il y a aussi comprendre qu'elle a un impact de l'IA, c'est-à-dire le fait qu'elle soit en continu, qu'elle travaille tout le temps, le fait qu'elle puisse personnaliser tous les produits et services. Hein. L'IA, c'est 100% de réponse désormais quand elle est capable de tout traiter, tout ce qui est entrant dans l'entreprise. Et c'est aussi cette capacité à anticiper, mais aussi repenser les rôles. Hein, passer de l'humain qui fait tout à l'humain qui exécute, l'IA qui exécute, l'humain qui supervise, l'IA qui analyse, l'humain qui interprète et décide, l'IA qui propose, l'humain qui valide, et enfin, repenser les responsabilités. Beaucoup d'endroits, et je me rappellerai toujours une fois être allée à ma banque où la dame m'a dit, c'est pas moi, c'est l'ordinateur. Donc, vos clients ne pourront jamais comprendre quand votre collaborateur dira, ah, c'est pas moi, c'est l'IA. Elle est con, mais elle l'a dit que. Donc, ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas admettre. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment redonner la place aux individus. Et vous l'avez compris derrière, il faut vraiment comprendre quelle est la place de chacun. Hein. Où est-ce qu'on met l'IA, où est-ce qu'on met l'humain? Sur le why, l'importance du pourquoi, je recommande la lecture de Start with Why de Simon Sinek. Je vais vous mettre les références dans. C'est vraiment une super référence, un super bouquin sur l'importance de se poser les questions, les bonnes questions. Isabelle, je joue aussi mon rôle vite parce de chronomètre. Voilà. Ouais, parce que comme on est un peu short on time pour terminer. Et puis, il faut former pour transformer. Il faut former. Le règlement de la IACT, enfin le règlement sur l'intelligence artificielle nous dit qu'il faut former. Mais pour moi, il faut former pour transformer. Former pour former, c'est sympa. Vous pouvez offrir une jolie journée à vos collaborateurs d'une formation fort sympathique. Mais la formation, elle peut aller beaucoup plus loin que ça. Elle peut non seulement aider à comprendre ce qu'est l'IA et ses limites, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais surtout, elle peut permettre de s'approprier les outils que vous avez décidé avec eux de déployer. C'est-à-dire les réassurer dans les usages, les remonter en compétences. Et enfin, surtout, vous pouvez les rendre, non pas responsables, mais acteurs des valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez demander à vos prestats que les valeurs de votre organisation soient intégrées dans les IA, mais le gardien des valeurs, ce sera le collaborateur. Et là, si vous arrivez à les former à ces 3 choses, à comprendre, à s'approprier et aligner, alors vous développez une culture IA humaniaque dans votre organisation qui devient un fondamental solide. Vous avez des collaborateurs dont on est parti de leurs usages pour leur offrir des outils. On leur fait des outils qui intègrent leurs usages aussi parce que ça continue dans le temps. Hein. Et ils sont là pour en fait, ils sont le manager de leur IA. Hein. On dit souvent l'IA, c'est un stagiaire. Et bien là, ils sont le manager de leur IA stagiaire. Et c'est à eux de les guider dans ces valeurs d'entreprise. Donc, former pour transformer, c'est essentiel. Et ne croyez pas que parce qu'ils savent compter, qu'ils ont compris. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger. C'est quand on est au tout début d'une connaissance de quelque chose, mais au tout début de l'IA, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Et bien, plus ça va, plus je creuse, plus c'est compliqué. Mais eux aussi en sont là. Hein. Donc, il faut vraiment insister sur cet aspect formation et insister sur cet aspect appropriation et alignement.
Alors, cette formation, elle doit comprendre ce que je vous disais, l'AI literacy, qui est rendu obligatoire par l'AI Act. Mais ce qui est intéressant, c'est d'y intégrer les solutions IA que vous déployez dans vos organisations. C'est-à-dire former sur vos solutions d'intelligence artificielle que vous avez dans les organisations. Et les former aussi à intégrer dans le métier la donnée, à intégrer dans le métier la probabilité. C'est pas naturel, j'avais lu d'excellents articles dont j'ai plus les noms là, mais je pourrais retrouver, sur l'intégration de la donnée dans un processus de décision humain, c'est pas naturel. On a nos réflexes. Et donc, on peut dire, l'IA, elle a dit ça, ouais, mais non, moi, je pense que c'est pas vrai. Et hop, on continue. Et même si elle a dit ça, ça ne modifie pas notre perception de la réalité. Et donc, on ne sait pas bien l'intégrer. Et puis, je vous avais vu, la probabilité, c'est un piège. Vraiment garder l'esprit critique. Alors ça se cultive. Alors, vous pouvez faire régulièrement des battles, des défis, faire remplir des checklists, avoir ces interfaces, ces interfaces qui développent l'esprit critique. Mais vraiment, c'est contraire à ce qu'on a pratiqué longtemps dans les organisations. Jusqu'à présent, on a demandé surtout aux gens à s'adapter. Ben là, il faut qu'ils se reposent des questions. Alors, ça va être… Le management change. Ça veut dire qu'un collaborateur qui n'a pas d'esprit critique a moins de valeur qu'un collaborateur qui a de l'esprit critique. Un collaborateur qui a de l'esprit critique et un collaborateur qui est plus libre. C'est donc plus compliqué à gérer. Mais c'est très intéressant. Et surtout, moi, je vous invite à déployer une boîte à outils de l'IA, c'est-à-dire avoir à l'intérieur de votre organisation une boîte à outils qui vous permette de faire cette phase d'idéation, de faire des guidelines, de faire des matrices d'évaluation et surtout des guidelines de bons usages également. C'est vraiment outiller votre transfo avec des outils de transfo. Parce que souvent, on néglige cet aspect-là. L'humain, donc, il a besoin et on a tous pu constater l'efficacité du design thinking dans l'idéation. L'humain, quand vous le guidez à aller plus loin dans sa réflexion et que vous le faites de manière collaborative, c'est époustouflant où on arrive. Donc, il ne faut pas hésiter à se guider. J'avais écrit tout ça quand j'ai écouté l'interview de Gonzague de Piré, de chez LVMH. Donc, j'ai écrit tout ça. Et dans son interview, il a repris à peu près tout ce que je disais là, donc sans avoir vu mon webinaire. Donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être dans le bon sens. Donc, avoir l'usage en cœur métier, chez LVMH, ils n'hésitent pas à utiliser vraiment pour produire à la fois du marketing, parce que c'est beaucoup de marketing de luxe, et à la fois des produits. Avoir une charte interne sur les IA, avoir une gouvernance, ils ont des responsible AI officers, une formation massive, 200 000 collaborateurs formés, des suivis d'impact, de la performance économique, de désirabilité, de l'emploi et de la culture, de la transformation culturelle et non pas une transformation technologique, un processus IA humain à chaque étape sous pilotage humain et une expérience qui doit rester humaine pour les clients. Ça, c'est un choix de LVMH. Ça, c'est à chacun de voir après ce qu'il en pense. Donc, en résumé, avoir un compte ChatGPT, c'est pas avoir une stratégie IA. Et donc, je pense que vous l'avez compris à travers ce webinaire. Ce qui est important, c'est d'avoir déjà une stratégie d'IA et de partir des usages de vos collaborateurs et non pas de la hype pour développer l'IA dans votre entreprise. Vous partez des usages de vos collaborateurs. Ça vous permet d'établir de repenser votre modèle d'affaires, de repenser les métiers et donc d'établir votre feuille de route. Et dans votre feuille de route, vous devez former vos collaborateurs, vous devez changer votre organisation et l'outiller. Et donc, c'était pour faire très vite, je suis désolée, j'ai beaucoup accéléré sur la fin parce que, voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment passer de cette phase d'expérimentation sauvage à j'ai une feuille de route d'adoption basée sur les usages et qui transforme mon business et les métiers de mon organisation. Voilà, merci. Merci Isabelle, c'est très riche, il y a beaucoup de sujets du coup dans ton sujet. Du coup, est-ce que l'un de vous veut prendre la parole en attendant que vous vous décidiez? J'ai mis dans le chat différentes ressources au fur et à mesure qu'Isabelle évoquait les sujets, donc notamment l'interview LVMH, enfin une des interviews de Piré, l'effet de Dunning-Kruger également, un texte, enfin une vidéo sur le sujet d'Étienne Klein.
Et il y avait également un article dans IA for Business de Luc Julia qui évoque justement le fait que l'IA n'est pas une magie, c'est quelque chose de très très concret. Et enfin bon, c'est pas très surprenant dans la bouche du créateur de Siri. Il a toujours dit que l'intelligence artificielle n'existait pas. Donc, qui veut prendre la parole? Didier, tu voulais prendre la parole tout à l'heure. Écoute, volontiers. Merci Isabelle et merci Philippe d'avoir organisé et partagé cette expérience absolument riche pour l'IA. Je voudrais témoigner de deux choses. Premièrement, j'ai intégré des assistants IA de Zenbaya dans le métier management de la transformation, qui est celui de notre plateforme Zebra. Donc, l'expérience utilisateur est très positive. Et puis, donc, je rejoins cette idée que l'IA peut vraiment s'appliquer à des cas d'usage. Il faut trouver les domaines dans lesquels elle est la plus efficace en termes de productivité, là, notamment pour les consultants en transformation qui, grâce à ces assistants, vont pouvoir gagner beaucoup de temps dans l'analyse des données qui sont remontées par tous les acteurs d'une transformation dans le cas présent. Et puis, alors sur le design thinking, entièrement d'accord avec toi, Isabelle, et cette méthode qui est une méthode très, très pratique, pratico-pratique, pour justement se approprier l'IA, voir quelles sont ses limites, et puis progressivement monter en compétence sur ce sujet, avec bien évidemment derrière l'objectif de repenser l'organisation. Alors, bon, il ne s'agit pas de faire table rase du jour au lendemain, bien évidemment pas, mais de voir étape par étape ce qu'il faut faire évoluer, mais en s'appuyant sur les équipes. D'où la nécessité d'une démarche très participative dans l'appropriation et la transformation dans l'entreprise. Voilà en quelques mots mes contributions modestes à cette conférence très, très intéressante. Merci Didier, parce que en plus ton expertise sur le collaboratif, je me rappelle de Zebra et de sa capacité à faire des forums automatisés. Je me rappelle, j'imagine que vous faites plein d'autres choses désormais. Et vraiment intéressant. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter, c'est sur le collaboratif. Souvent, les projets d'IA dans les organisations sont l'idée par les équipes techniques, comme ça a été le cas dans le passé par les équipes, par les DSI. Alors, vous avez trois catégories dans les équipes techniques. Vous avez la DSI, vous avez le data scientist, et on va dire deux catégories. Il y a le DPO, qui n'est pas un vrai technique, mais qui vient empêcher tout le monde de tourner en rond. Donc, ce que j'ai remarqué à l'heure actuelle, c'est que quand on donne à ce triptyque la mainmise sur la transfo IA dans l'organisation, ça freine plus que ça fait avancer. Pourquoi? Parce que la DSI, ils arrivent de l'ancien monde en général. Ils arrivent de l'époque des systèmes experts où tout était ultra maîtrisé. Et là, on arrive dans un truc qui est beaucoup moins maîtrisé. Et donc, ils ont un warning qui est gros comme une maison, qui est comment on appelle ça, la cybersécurité, la fiabilité des systèmes, etc. Donc, ils sont généralement, il faut d'abord résoudre cette question avant de passer à l'IA. Puis vous avez le data scientist, je vous dis, c'est bien, le data scientist, c'est un petit jeune, il arrive du nouveau monde, lui et tout. Lui, le data scientist, il a fait toute sa formation sur la curation des données. Et là, on lui dit, on va faire de l'IA sémantique. On va faire de l'IA générique, générative, pardon, et on va lui faire de l'analyse sémantique. Et donc, on s'en fout, mais en gros, plus il a de données, mieux c'est, et on va moins nettoyer que prévu. Et là, lui, ça l'affole aussi. Et puis, vous avez le DPO qui dit non, mais attendez, on ne peut rien faire. Dans toutes nos données, on a de la donnée personnelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut compter sur les autres collaborateurs. Parce que si vous avez ce trio infernal à la tête de votre transfo, vous allez difficilement pouvoir avancer. Je vois que certains doivent partir, il me dit. En tout cas, merci d'avoir écouté. Voilà, je voulais rajouter juste ce point-là parce que je ne l'ai pas mis dans mon organisation, dans ma présentation parce que je ne voulais pas non plus être trop négative, mais c'est quand même ce que j'entends, moi, quand je fais le tour des entreprises, c'est que dès qu'on n'est pas dans les métiers, c'est ces gens-là qui sont en charge d'eux.
Et voilà. Ok, alors vous allez avoir le replay. Dans le replay, il y aura les coordonnées de contact d'Isabelle si vous voulez lui écrire et échanger avec elle, ou avec nous d'ailleurs. Merci à ceux qui font OK, bravo. Alors super, petit message pour finir, on est donc la fin du webinaire. On est présent sur le salon Adopt.ai Zenmaya, qui aura lieu 25 et 26, je crois, novembre prochain en instant. On sera ravis de vous y voir. Et puis d'ici là, si vous avez besoin d'échanger, vous avez aussi nos coordonnées sur le replay qu'on vous envoie. Merci à tous, passez une excellente journée. Et puis pour ceux qui partent en vacances à la fin de la journée, là, bonnes vacances aussi.